Miroir aux alouettes. C'est exactement l'expression qui me vient à l'esprit quand je repense à ce moment précis où ma vie a basculé. Mes parents m'ont appelé, la voix légère, presque chantante, pour m'annoncer l'impensable. On a vidé tes comptes, ma chérie. On a vendu ton appartement. C'est pour le mariage de ta sœur, demain. Ils pensaient m'avoir détruite. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, pleurer, ramper à leurs pieds. Mais au moment où la ligne a coupé sur un adieu glacial, une chose étrange s'est produite. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé mon téléphone sur la table en marbre de ma terrasse, j'ai regardé le lac scintiller sous le soleil et j'ai souri. Un sourire froid. Terrifiant. Parce qu'ils venaient de commettre l'erreur de leur vie. Ils ignoraient un détail crucial, un secret que je gardais depuis des années. L'appartement qu'ils croyaient être tout ce que je possédais n'était qu'une infime partie de la réalité. Je suis ravie que vous soyez ici avec moi pour découvrir cette histoire de trahison et de justice. Avant de plonger dans les détails sordides de ce drame familial, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Restez bien jusqu'à la fin, car la tournure que prennent les événements est tout simplement inimaginable. Je m'appelle Floriane. J'ai 38 ans. Et à l'instant où je vous parle, je suis debout sur la terrasse de ma véritable maison, un chalet moderne niché sur les hauteurs d'Annecy, en Haute-Savoie. L'air est pur, le lac en contrebas reflète les montagnes comme un miroir parfait. C'est un endroit de paix, un sanctuaire que j'ai construit pierre par pierre, euro par euro, loin de la toxicité de ma famille qui vit à Lyon. Je travaille comme responsable logistique pour une grande manufacture de composants horlogers suisses. Mon métier exige une précision chirurgicale, une rigueur absolue et une discrétion totale. Chaque jour, je gère des flux de marchandises valant des millions d'euros. Cette discipline militaire, je l'applique à ma propre vie. Je compartimente. Je sécurise. Je prévois. Ou du moins, je le croyais. Ce mardi après-midi-là, j'avais pris une demi-journée de congé. Le soleil de septembre était doux. Je savourais un thé vert, profitant du silence. Mon téléphone personnel, posé sur la table, s'est mis à vibrer. L'écran affichait papa. J'ai hésité. Nos relations étaient distantes depuis des années, réduites au strict minimum, les anniversaires et Noël. Mais demain, c'était le mariage de Maëlys, ma sœur cadette. J'ai pensé qu'ils appelaient pour confirmer l'heure de la cérémonie ou un détail logistique. J'ai décroché. Allô ? Bonjour Floriane, la voix de mon père, Régis, était étrangement enjouée. Trop enjouée. Une gaieté artificielle qui a immédiatement hérissé les poils de mes bras. Tu es prête pour demain ? Oui, papa. J'ai ma tenue. Je serai à l'église à 14 heures comme prévu. Parfait, parfait. Il a marqué une pause, se raclant la gorge. Écoute, ta mère et moi, on voulait t'annoncer une bonne nouvelle avant le grand jour. On voulait que tu sois au courant que tout est réglé. Réglé ? De quoi tu parles ? J'ai entendu le bruit du combiné qui passait de main en main, puis la voix de ma mère, Béatrice, a résonné. Elle était plus tranchante, plus directe. Le mariage, Floriane. Tu sais que Maëlys voulait quelque chose de grandiose. Le château, le traiteur gastronomique, l'orchestre. Ça coûtait une fortune. Bien plus que ce que nous avions prévu. Mon estomac s'est noué. Et alors ? Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas contribuer plus que mon cadeau. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, a-t-elle coupé avec un petit rire nerveux. On a trouvé la solution. On a pris les devants. En tant que parents, on a pris la décision exécutive pour le bien de la famille. Quelle décision ? Ma voix était devenue un murmure rauque. On a utilisé tes économies, chérie. Les comptes d'épargne. Et on a vendu ton appartement de Lyon. L'acte de vente final a été signé il y a 3 jours, les fonds ont été virés ce matin. Tout est payé pour Maëlys. Le monde s'est arrêté. Les oiseaux ont cessé de chanter. Le clapotis de l'eau en bas semblait soudain assourdissant. Quoi ? Ai-je soufflé. Vous avez, quoi ? Ne fais pas l'innocente, a repris mon père, reprenant le téléphone. C'est pour ta sœur.
Tu es l'aîné, tu as une bonne situation, tu n'as pas de mari, pas d'enfant. À quoi te sert tout cet argent qui dort? Maëlys commence sa vie, elle a besoin de ce coup de pouce. On a tout liquidé. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais lui faire. Vous avez vendu mon appartement rue de la République? Oui, a confirmé ma mère. Et à un très bon prix, d'ailleurs, vu l'urgence. L'agence a été très efficace. Bien sûr, on a dû le vendre libre de toute occupation, c'était la condition pour avoir le cash rapidement. Libre de toute occupation. Ces mots ont résonné dans mon crâne comme un coup de marteau. Mais, et mes locataires? Les Perrault? Oh, c'est réglé, a balayé mon père. Ne gâche pas la fête avec des détails administratifs. L'important, c'est que Maëlys aura son mariage de princesse. On te remercie, Floriane. Vraiment. Tu fais enfin quelque chose d'utile pour cette famille. C'est du vol, ai-je articulé, tremblante de rage contenue. C'est de la redistribution familiale, a rétorqué ma mère sèchement. Ne fais pas de scandale demain. On se voit à l'église. Adieu. Clic, le silence est retombé sur la terrasse. Je suis resté figé, le téléphone brûlant dans ma main. Ils l'avaient fait. Ils avaient franchi la ligne rouge, celle dont on ne revient jamais. Ils m'avaient volé, trahi, et jeté comme un vieux chiffon, tout cela pour la gloire de Maëlys, l'enfant chéri, l'enfant roi. Mais alors que le choc initial se dissipait, une autre émotion a pris le dessus. Une clarté glaciale. Ils pensaient m'avoir tout pris. Ils pensaient que cet appartement à Lyon et ses comptes d'épargne représentaient la totalité de mon existence. Ils n'avaient aucune idée que depuis 5 ans, j'avais bâti un empire secret, ici, à Annecy. Ils venaient de déclarer la guerre, sans savoir que leur adversaire était bien plus armé qu'ils ne le croyaient. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était l'ampleur des dégâts collatéraux qu'ils avaient causés. J'ai couru à l'intérieur de mon chalet, vers mon bureau. Mes mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une montée d'adrénaline pure. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts volants sur le clavier pour accéder à mes comptes bancaires historiques. Ceux que j'avais ouverts quand j'étais étudiante à Lyon, ceux que mes parents connaissaient. Le solde s'est affiché en rouge clignotant. 0 €. Livret A, vidé. Pelle, clôturé. Compte courant, à découvert. 150 000 €. 15 ans d'économie. L'argent de mes jobs d'été, de mes premiers salaires, de mes primes de fin d'année que je stockais religieusement au cas où. Volatilisé. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Des virements massifs vers un compte joint au nom de Régis et Béatrice Gauthier. Le libellé était une insulte en soi, apport familial. Puis, j'ai ouvert ma boîte mail secondaire, celle liée à ces comptes. Et là, le coup de grâce. Une notification de l'étude notariale confirmant la vente définitive de mon appartement situé au 12 rue de la République, Lyon 2e. Prix de vente, 280 000 €. Virement effectué vers le compte de mes parents. Comment? Comment était-ce possible juridiquement? Je n'avais rien signé. Je n'étais pas présente. Et soudain, le souvenir m'a frappé avec la violence d'un camion lancé à pleine vitesse. C'était il y a 2 ans. J'étais aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Une péritonite aiguë qui avait failli me coûter la vie. J'avais été opérée en urgence au milieu de la nuit. Le lendemain, j'étais encore dans les brumes de l'anesthésie et de la morphine, clouée au lit, des tuyaux sortant de mon abdomen. Ma mère était venue me voir. C'était rare. Elle avait l'air soucieuse, ce qui m'avait touchée sur le moment. Ma chérie, avait-elle dit en me caressant le front, une douceur inhabituelle dans ses gestes. Avec papa, on s'inquiète pour tes papiers administratifs. L'hôpital demande des garanties pour ta mutuelle, pour la chambre individuelle. C'est compliqué. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Je suis fatiguée, maman. Je sais. Regarde, j'ai apporté les formulaires. C'est juste pour que papa puisse gérer la paperasse avec la sécu et l'assurance pendant que tu te reposes. Signe juste là, en bas. Elle m'avait tendu un stylo et un document flou. Ma vision était trouble. Je lui faisais confiance. C'était ma mère, après tout. Qui imaginerait que sa propre mère viendrait sur son lit de douleur pour lui tendre un piège?
J'avais gribouillé ma signature, une croix informe, avant de sombrer à nouveau dans le sommeil. Je me suis laissé retomber dans mon fauteuil de bureau en cuir, le souffle court. Ce n'étaient pas des papiers d'assurance. C'était une procuration générale. Une procuration notariée, probablement obtenue avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux ou ami de la famille, leur donnant plein pouvoir sur mes biens en cas d'incapacité ou pour la gestion courante. Il l'avait gardé précieusement pendant 2 ans, attendant le moment opportun. Et ce moment, c'était le mariage de Maëlys. Maëlys. Ma sœur de 12 ans, ma cadette. L'enfant miracle. L'enfant doré. Depuis sa naissance, j'étais devenue invisible. Si Maëlys voulait une poupée, elle l'avait. Si je voulais un livre pour l'école, c'était trop cher. Tu comprends, Floriane, tu es grande, tu dois être raisonnable, me répétait-on sans cesse. J'avais grandi en étant la servante, la nounou, la seconde mère, mais jamais la fille. J'avais quitté Lyon dès que possible pour Annecy, construisant ma carrière à la force du poignet, sans jamais rien leur demander. Et eux, ils voyaient ma réussite non pas comme une fierté, mais comme une ressource à exploiter. Je pensais avoir mis de la distance. Je pensais être protégée. Mais ils avaient gardé cette procuration comme une arme chargée, braquée sur ma tempe, attendant juste d'appuyer sur la gâchette. Mais le pire n'était pas l'argent. L'argent, ça se refait. Le pire, c'était la trahison émotionnelle. L'idée que ma mère m'ait regardé dans les yeux, alors que j'étais vulnérable sur un lit d'hôpital, et qu'elle ait calculé froidement comment me dépouiller. Soudain, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro fixe de Lyon que je connaissais par cœur. Mais ce n'étaient pas mes parents. C'était le numéro de l'appartement rue de la République. J'ai décroché, le cœur battant la chamade. Allô? Mademoiselle Floriane? La voix chevrotante de Monsieur Perrault, mon locataire de 75 ans, m'est parvenue à travers le combiné. Il pleurait. Mademoiselle Floriane, dites-moi que ce n'est pas vrai. Monsieur Perrault? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes ici. Ils disent qu'ils sont les nouveaux propriétaires. Ils disent qu'on doit partir. Tout de suite. Ils changent les serrures. Je me suis levée d'un bond, renversant ma chaise. Quoi? Mais c'est illégal. Vous avez un bail. Ils disent que l'acte de vente stipule que l'appartement est vide. Que nous sommes des squatteurs. Ma femme. Jeanne fait une crise de panique, elle ne peut plus respirer. Floriane, je vous en supplie, ne nous jetez pas à la rue. On a toujours payé le loyer. Les sanglots du vieil homme ont transpercé le cœur plus violemment que n'importe quelle insulte de ma mère. Mes parents n'avaient pas seulement volé mon argent. Pour obtenir un meilleur prix et une vente rapide, ils avaient menti, déclaré l'appartement vide et condamné un couple de personnes âgées à l'expulsion brutale. C'était monstrueux. C'était criminel. Et à cet instant précis, la tristesse a disparu. La peur a disparu. Il ne restait plus qu'une colère froide, pure, et une détermination d'acier. Passez-moi ces hommes, ai-je ordonné à Monsieur Perrault, ma voix ne tremblait plus. J'étais passé en mode gestion de crise, le même mode que j'utilisais quand une cargaison de montres de luxe était bloquée à la douane à Shanghai. Je vous passe le monsieur? Un instant plus tard, une voix masculine, arrogante et impatiente, a résonné. Oui? Qui est à l'appareil? Je vous préviens, la police est en route pour évacuer ces squatteurs. Je suis Floriane Gauthier, la propriétaire légitime de cet appartement jusqu'à preuve du contraire. Écoutez-moi bien. Si vous touchez à un seul cheveu de monsieur ou madame Perrault, ou si vous déplacez un seul de leurs meubles, je vous attaque pour violation de domicile, harcèlement moral sur personnes vulnérables et expulsion illégale. Vous savez aussi bien que moi qu'en France, on ne met pas des personnes de 75 ans à la rue sans procédure judiciaire, même en cas de vente. L'homme a marqué un temps d'arrêt. Écoutez, madame, j'ai un acte de vente signé devant notaire qui certifie que ce bien est libre. J'ai payé 280 000 €. Je veux mes clés. Vous avez été trompé par les vendeurs, ai-je dit froidement. Il y a un bail en cours, enregistré et valide. Si vous les forcez à partir aujourd'hui, vous serez complice d'une escroquerie. Je vous conseille de laisser ces gens tranquilles, de prendre une chambre d'hôtel et d'appeler votre avocat. Parce que moi, j'appelle le mien.
J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai rappelé immédiatement Monsieur Perrault sur son portable. Monsieur Perrault, écoutez-moi. Ne bougez pas, verrouillez la porte de l'intérieur. Je vous vire 5 000 € tout de suite sur votre compte pour que vous puissiez aller à l'hôtel Royal si jamais la situation devient trop stressante pour Jeanne. Je descends à Lyon. Je m'occupe de tout. Merci, merci Floriane. J'ai raccroché, les mains serrées sur le bureau jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mes parents avaient franchi toutes les limites de la décence humaine. S'attaquer à moi était une chose. S'attaquer à des innocents vulnérables comme les Perrault, qui étaient pour moi plus une famille que mes propres parents ne l'avaient jamais été, c'était impardonnable. Je me suis tournée vers la baie vitrée. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme que je ne reconnaissais presque plus. Une femme prête à la guerre. Posez-vous la question un instant. Imaginez que vous êtes à ma place. Vos parents vous ont volé 150 000 €, ont vendu votre appartement dans votre dos, et ont mis des personnes âgées en danger de mort, tout ça pour payer une fête de mariage. Que feriez-vous? Appelleriez-vous la police immédiatement? Iriez-vous hurler au scandale? Ou bien, comme moi, prépareriez-vous quelque chose de plus définitif? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez face à une telle trahison. Je lis toutes vos réponses. J'ai pris une grande inspiration. J'ai saisi mon téléphone et j'ai composé le numéro de Maître Lefebvre, mon avocat à Lyon, un homme redoutable spécialisé dans le droit immobilier et les litiges familiaux. Maître, c'est Floriane Gauthier. J'ai une urgence absolue. Abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée. Et les coupables sont mes parents. Il m'a écouté en silence pendant 5 minutes. Quand j'ai fini, sa voix était grave. Floriane, c'est très grave. Mais pour le pénal, surtout dans un cadre familial, il nous faut des preuves irréfutables de l'intention frauduleuse. Le fait qu'ils aient une procuration, même signée sous influence médicale, rend les choses complexes. Ils vont plaider qu'ils agissaient pour votre bien, pour gérer votre patrimoine. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je ne vais pas porter plainte aujourd'hui. Pardon? Le mariage est demain. Ils seront tous là. Mes parents, ma sœur, mon beau-frère. Ils seront euphoriques, ils auront bu du champagne, ils se sentiront intouchables. C'est là qu'ils parleront. C'est là qu'ils avoueront. Vous comptez y aller? Demanda Maître Lefebvre, surpris. Après ce qu'ils ont fait? Oh oui, j'y vais, ai-je répondu, un sourire mauvais étirant mes lèvres. Je ne raterai ça pour rien au monde. Je vais mettre ma plus belle robe, je vais sourire, je vais les féliciter. Et je vais enregistrer chaque mot. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert mon dressing. J'ai ignoré mes tailleurs de créateur et mes robes de soirée élégantes. J'ai cherché au fond, et j'ai sorti une vieille robe bleue, un peu démodée, celle que je portais il y a 5 ans, avant ma réussite. Je voulais qu'il voie la Floriane qu'il méprisait. La Floriane pauvre. La victime. Car pour qu'un prédateur se dévoile, il faut qu'il pense sa proie sans défense. J'ai pris mon petit sac à main, j'y ai glissé mon téléphone et un dictaphone numérique professionnel ultrasensible que j'utilisais pour mes réunions de conseil d'administration. Demain, le château de Bagnols allait être le théâtre d'un mariage royal. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce serait aussi le théâtre d'une exécution. La leur. La nuit avant le mariage, je n'ai pas fermé l'œil. Non pas à cause de l'anxiété, mais parce que mon cerveau tournait à plein régime, élaborant chaque étape de mon plan. J'étais assise dans mon salon, entourée de la documentation que j'avais imprimée, relevés bancaires, emails de notification, copie de l'acte de vente que Maître Lefebvre avait réussi à se procurer en urgence grâce à ses contacts. J'ai découvert un détail supplémentaire qui a failli me faire vomir. Le prix de vente de l'appartement. 280 000 €. C'était 40 000 € en dessous du marché actuel à Lyon. Ils l'avaient bradé. Ils avaient littéralement jeté mon patrimoine par la fenêtre pour obtenir du cash rapidement. C'était la preuve ultime qu'ils ne géraient pas mon argent. Ils le pillaient. À l'aube, j'ai pris ma douche, l'eau brûlante lavant ma fatigue mais pas ma détermination. J'ai enfilé ma vieille robe bleue. Elle était un peu serrée à la taille, le tissu était fatigué. Parfaite. Je me suis maquillée légèrement, accentuant les cernes sous mes yeux pour avoir l'air abattu. Je suis descendue au garage.
J'ai caressé le capot de mon SUV Mercedes flambant neuf, mon bébé, symbole de ma réussite. Mais je ne l'ai pas pris. À la place, j'ai démarré la petite Peugeot 208 diesel que je gardais pour ma femme de ménage ou pour les courses en ville. Elle avait 10 ans, la peinture était écaillée. Le trajet d'Annecy vers le Beaujolais a duré 2 heures. 2 heures durant lesquelles j'ai répété mon rôle. Je devais être la sœur aînée soumise, choquée mais résignée. Celle qui accepte son sort. Quand je suis arrivée devant les grilles du château de Bagnoles, le spectacle était tesséurant de luxe. Des voitures de sport garées dans l'allée, des compositions florales gigantesques qui devaient coûter plus cher que le loyer annuel des Perrot. Tout respirait l'argent. Mon argent. Le valet a regardé ma Peugeot avec dédain. Le parking du personnel est derrière, madame, m'a-t-il dit. J'ai baissé ma vitre. Je suis la sœur de la mariée. Il a écarquillé les yeux, embarrassé. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle. Allez-y. Je me suis garée entre une Porsche et une Jaguar. Le contraste était saisissant. C'était exactement ce que je voulais. En entrant dans la cour d'honneur, j'ai vu la foule. Des oncles, des tantes, des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des lustres. Ils tenaient des coupes de champagne, riaient aux éclats. Soudain, je l'ai vue. Maëlys. Elle était magnifique, je devais l'admettre. Une robe de créateur, sans doute Vera Wang ou équivalent, qui valait au moins 10 000 €. Elle rayonnait, entourée de ces demoiselles d'honneur en rose poudré. Dès qu'elle m'a aperçu, son sourire s'est un peu figé, puis s'est élargi, triomphant. Elle a couru vers moi, ses talons claquant sur les pavés. Floriane. Tu es venue. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte étouffante parfumée au Chanel numéro 5. Maman m'a dit que tu étais un peu contrariée hier. Je suis tellement contente que tu aies mis ton ego de côté pour mon grand jour. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Contrariée? C'était l'euphémisme du siècle. Félicitations, Maëlys, ai-je dit d'une voix neutre. C'est grandiose. Elle a fait un tour sur elle-même, faisant voler sa traîne. N'est-ce pas? C'est exactement comme je l'avais rêvé. Et regarde ces fleurs. Des orchidées importées de Thaïlande. C'est fou ce qu'on peut faire quand on a les moyens. Elle m'a lancé un regard en coin, plein de malice. Merci, au fait. Maman m'a expliqué pour l'appartement. C'est vraiment gentil de ta part de comprendre que j'en avais plus besoin que toi. Après tout, toi, tu es seule. Moi, je construis une famille. Chaque mot était une lame de rasoir. Tu en avais plus besoin que moi, ai-je répété, mémorisant la phrase. C'est ce que tu penses? Bah oui, a-t-elle répondu en ajustant son voile. Tu as toujours été la fourmi, moi la cigale. Et puis, cet appartement à Lyon, c'était un investissement passif. Là, cet argent sert à créer des souvenirs. C'est vivant. Mon père, Régis, s'est approché, un verre de whisky à la main, déjà rougeau. Il portait un smoking sur mesure qui tirait un peu sur son ventre. Ah, te voilà. Il m'a donné une tape lourde sur l'épaule. Pas de scène, hein? On est entre gens civilisés. Bonjour papa, ai-je dit doucement. Pas de scène. Promis. Bien. Tu vois, tout s'arrange. Allez, va prendre une coupe, détends-toi. Tu as l'air d'un enterrement avec cette robe. Ils sont repartis vers leurs invités prestigieux, me laissant seule au milieu de la cour. J'ai glissé ma main dans mon sac et j'ai vérifié que le voyant rouge du dictaphone était bien allumé. La première partie de l'enregistrement était dans la boîte, l'aveu de Maëlys sur sa connaissance du vol et son mépris total pour ma propriété. Mais ce n'était que l'échauffement. Je cherchais une cible plus bavarde. Je cherchais Dorian, le marié. Je savais que Dorian avait 2 faiblesses, son ego démesuré et l'alcool. Et j'allais exploiter les 2. Le vin d'honneur battait son plein. Les serveurs circulaient avec des plateaux de petits fours au foie gras et à la truffe. Je me suis dirigée vers le bar, où un groupe d'hommes riait bruyamment. Au centre, Dorian, le marié. Dorian était un agent immobilier médiocre qui se prenait pour le loup de Wall Street. Il portait un costume bleu électrique trop brillant et une montre massive au poignet.
Il tenait une coupe de champagne dans une main et gesticulait de l'autre. Je me suis approchée discrètement, me plaçant juste à la périphérie de son cercle, comme une parente timide et impressionnée. Et là, je lui ai dit, le cas chez Roy, mon pote, racontait Dorian, postillonnant légèrement. Quand tu as la liquidité, tu fais ce que tu veux. Un de ses amis, un type au regard fuyant, a demandé, mais Dorian, sans déconner, un mariage pareil, tu as gagné au loto ou quoi? Le marché de l'IMO est si bon que ça? Dorian a éclaté de rire. Le marché? Bof. Non, c'est mieux que ça. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de patrimoine familial. Il a fait un clin d'œil appuyé. Disons que la belle famille a su mobiliser des ressources dormantes. J'ai fait un pas en avant, entrant dans son champ de vision. Félicitations, Dorian. Il s'est tourné vers moi, surpris, puis un sourire condescendant a étiré ses lèvres. Ah, Florian. La fameuse grande sœur. Merci, merci. Alors, impressionné? C'est spectaculaire, ai-je admis, jouant la comédie de l'admiration craintive. Je ne savais pas que l'immobilier marchait si fort pour toi. Payer tout ça? Il s'est rengorgé, gonflant le torse. L'alcool avait déjà fait sauter ses verrous de prudence. Le talent, Florian, le talent. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. J'ai baissé les yeux, feignant la tristesse. C'est sûr. Moi, je n'ai pas ce talent. Je viens d'apprendre pour mon appartement. C'est dur. Dorian a ricané, se penchant vers moi, une odeur d'alcool et de parfum coûteux m'envahissant. Allez, fais pas cette tête. Entre nous, cet appart rue de la Répu, c'était un boulet. Taux de rentabilité minable avec tes vieux locataires là. On t'a rendu service en le liquidant. Vous m'avez rendu service, ai-je répété, assez fort pour que le micro capte bien, mais assez doucement pour ne pas alerter les autres. Bien sûr. On a sorti le cash. Maintenant, c'est investi dans du concret, le bonheur de ta sœur, notre voyage de noces aux Maldives, et... Il a baissé la voix, complice, et j'ai pu éponger 2-3 dettes de jeu qui traînaient. Tu vois? Tout le monde est gagnant. Mon sang s'est glacé. Dettes de jeu. Il n'y avait pas que le mariage. Mon argent servait aussi à couvrir les vices de ce type. Des dettes de jeu, ai-je murmuré, choqué pour de vrai cette fois. Mes parents savent? Régis? Bien sûr qu'il sait. C'est lui qui a eu l'idée de la procuration il y a 2 ans. Il m'a dit, t'inquiète pas, Dorian, on garde ça sous le coude. Florian est une bonne poire, elle ne vérifie jamais rien. Le jour où on a besoin, on se sert. C'est un génie, ton père. J'avais l'impression de recevoir des coups de poignard en plein cœur, les uns après les autres. Ce n'était pas une impulsion soudaine pour le mariage. C'était prémédité. C'était planifié depuis 2 ans. Mon père, cet homme que j'avais respecté malgré tout, me voyait comme une bonne poire, une banque ambulante. Et la signature, ai-je demandé, la gorge serrée. À l'hôpital? Ah ça, c'était le coup de maître de Béatrice, a-t-il ricané en finissant son verre. Te faire signer sous morphine. Faut oser, hein? Mais c'est légal, ma grande. Le tampon du notaire est dessus. Tu ne peux rien faire. Tu es coincé. Il m'a tapoté la joue, un geste d'une condescendance infinie. Allez, souris. Tu as payé le champagne, autant le boire. J'ai reculé, tremblante de dégoût. J'avais tout. L'aveu de la préméditation, l'aveu de l'usage frauduleux des fonds, dette de jeu, la confirmation de la manipulation à l'hôpital. Tu as raison, Dorian, ai-je dit, ma voix devenant soudain claire et tranchante comme du cristal. Je devrais boire. À ta santé. J'ai levé mon verre, mais je n'ai pas bu. J'ai versé le contenu, lentement, sur ses chaussures en cuir italien verni. Et... Mais tu es folle, a-t-il crié en reculant. Oups, ai-je dit sans aucune émotion. Désolé. Ma main a tremblé. Sans doute un effet secondaire de la morphine, tu sais? Je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la sortie. J'avais ce qu'il me fallait. Je n'avais plus besoin de jouer la comédie. La tristesse avait disparu.
Il ne restait que la guerre. Alors que je traversais la cour pour rejoindre ma voiture, j'ai croisé le regard de ma mère. Elle a froncé les sourcils, s'apprêtant à venir me réprimander pour mon départ précoce. Je l'ai fixé droit dans les yeux, j'ai tapoté mon sac à main où reposait le dictaphone, et je lui ai adressé un sourire. Le même sourire qu'au téléphone la veille. Elle s'est figée. Pour la première fois de sa vie, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Elle savait que quelque chose venait de changer. Le trajet de retour vers Annecy s'est fait dans un silence religieux, brisé seulement par le ronronnement du moteur de ma Peugeot. Mais dans ma tête, c'était le chaos organisé. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai branché le dictaphone sur mon ordinateur. J'ai sauvegardé les fichiers audio sur 3 disques durs différents et sur un cloud sécurisé. Le son était cristallin. La voix pâteuse de Dorian avant les dettes de jeu, la complicité de mon père, la manipulation de ma mère. C'était de l'or pur pour un procureur. J'ai envoyé les fichiers à Maître Lefebvre avec un petit mot, « Joyeux Noël en avance ». On attaque. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. La justice est lente et ma colère était urgente. Je voulais frapper là où ça faisait mal, tout de suite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à l'interface de gestion de mes comptes bancaires. Pas ce qu'ils avaient vidé, mais mon système global. J'ai réalisé une chose. Si mes parents avaient utilisé une procuration pour vider mes comptes, ils avaient dû laisser des traces numériques. En tant qu'experte en logistique, le traçage était ma spécialité. J'ai passé la nuit à fouiller le web profond, utilisant des outils légaux mais peu connus du grand public pour analyser le patrimoine de mes parents. Et j'ai découvert l'impensable. Mes parents n'étaient pas seulement un peu justes financièrement. Ils étaient ruinés. Ils avaient hypothéqué leur propre maison à Lyon il y a 3 ans. Ils vivaient à crédit depuis des lustres pour maintenir leur train de vie bourgeois et gâter Maëlys. Mon argent n'était pas un plus. C'était leur seule bouée de sauvetage avant la faillite personnelle. Le lendemain matin, lundi, l'offensive a commencé. À 9 heures précises, Maître Lefebvre a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon pour abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage de faux, et vol en famille, une qualification rare mais possible vu les circonstances de la procuration frauduleuse. À 10 heures, il a envoyé un huissier de justice au domicile de mes parents et chez Dorian. Mais le coup de grâce, c'est moi qui l'ai porté. J'ai appelé la banque de mes parents. Je ne pouvais pas accéder à leur compte, bien sûr, mais j'ai demandé à parler au service fraude. Je me suis présenté, j'ai donné les références des virements effectués depuis mes comptes vers les leurs et j'ai déclaré « Ces fonds proviennent d'une escroquerie en cours d'instruction. Je vous notifie officiellement qu'une plainte a été déposée. Si vous laissez ces fonds sortir, notamment pour payer des prestataires de mariage ou des voyages, votre responsabilité bancaire sera engagée. » Les banques ont une peur bleue de la complicité de blanchiment ou de fraude. Le résultat a été immédiat. Gel préventif des avoirs. À midi, mon téléphone a sonné. C'était Maëlys. « C'est QOTON problème », a-t-elle hurlé. On est à l'aéroport. La carte de Dorian est refusée. On ne peut pas embarquer pour les Maldives. J'ai bu une gorgée de mon café, regardant les montagnes par la fenêtre. Bonjour Maëlys. Comment s'est passée la nuit de noces? Tu as bloqué les comptes. La banque dit qu'il y a une alerte fraude. C'est toi, je le sais. Débloque ça tout de suite. Tout le monde nous regarde, c'est la honte. Je ne peux rien débloquer, Maëlys. C'est la justice qui gère maintenant. L'argent volé est gelé. C'est la procédure standard. Volé? Mais tu es malade. C'est l'argent de la famille. Non. C'est MON argent. Et au fait, j'espère que tu as gardé les reçus du traiteur, parce que le juge va vouloir savoir exactement combien de mes années de travail vous avez mangé en une soirée. Elle s'est mise à pleurer, des pleurs de rage d'enfant gâté. Je te hais. Tu gâches tout. Tu as toujours été jalouse. Profite bien de l'aéroport, Maëlys. Il paraît que la zone duty-free est sympa. C'est le seul voyage que tu feras cette année. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, c'était au tour de ma mère. Mais elle n'a pas appelé. Elle a envoyé un SMS, court, venimeux. Tu as déclaré la guerre à ton propre sang. Tu vas le regretter. Tu ne sais pas de quoi nous sommes capables.
Elle avait raison sur un point, je ne savais pas de quoi ils étaient capables. J'avais sous-estimé leur méchanceté. Et la riposte des singes volants, les alliés toxiques de ma famille, allait être brutale. Le mardi matin, je suis arrivée au bureau à Annecy. L'ambiance était étrange. Ma secrétaire ne m'a pas regardée dans les yeux. Madame Gauthier, le PDG veut vous voir. Tout de suite. Mon cœur a raté un battement. Je suis entrée dans le bureau du grand patron, Monsieur Weber, un homme suisse droit et intègre. Il avait un visage fermé. Sur son bureau, il y avait une lettre ouverte. Florian, asseyez-vous, a-t-il dit froidement. Nous avons reçu un courrier anonyme ce matin. Ainsi que plusieurs appels téléphoniques. Il a poussé la lettre vers moi. Je l'ai lue. C'était un tissu de mensonges immondes. La lettre accusait Florian Gauthier de détournement de fonds au sein de l'entreprise, de dettes de jeu massives et d'instabilité psychologique grave. Elle affirmait que j'étais poursuivie par ma propre famille pour vol. C'était signé un citoyen concerné. Mais je reconnaissais le style. C'était Dorian. Il avait utilisé ses propres vices, dettes de jeu, pour m'accuser, moi. C'était de la projection classique. Monsieur Weber, ai-je dit calmement, bien que mes mains tremblent sous la table. C'est faux. Intégralement. Florian, vous gérez des stocks de grande valeur. Une telle accusation, même anonyme, nous oblige à ouvrir une enquête interne. Je vais devoir vous mettre à pied à titre conservatoire le temps de faire la lumière. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il ne s'attaquait pas seulement à mon passé, il détruisait mon avenir. Mon travail, c'était ma vie, ma fierté. Ils voulaient me mettre à terre, socialement et professionnellement. C'était leur erreur fatale. Ils m'avaient acculé. Et une bête acculée est la plus dangereuse de toutes. Je comprends votre position, monsieur Weber, ai-je répondu, en sortant une clé USB de ma poche. J'avais anticipé. Je savais qu'ils essaieraient de me salir. Mais avant de me mettre à pied, accordez-moi 5 minutes. Monsieur Weber a hésité, puis a hoché la tête. 5 minutes. Cette clé contient les enregistrements audio réalisés ce week-end lors du mariage de ma sœur. Vous y entendrez mon beau-frère, l'homme qui a probablement écrit cette lettre, avouer ses propres dettes de jeu et l'escroquerie qu'ils ont montées contre moi. Vous y trouverez aussi la copie de ma plainte déposée hier pour vol et faux en écriture. J'ai posé la clé sur le bureau. Je ne suis pas la voleuse, monsieur. Je suis la victime qui se défend. Si vous me mettez à pied, vous donnez raison à ceux qui essaient de me détruire parce que j'ai osé réclamer mon argent. Monsieur Weber a inséré la clé. Il a écouté. Son visage s'est assombri au fur et à mesure que la voix pâteuse de Dorian remplissait la pièce, se vantant de m'avoir liquidé. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a retiré ses lunettes et m'a regardé longuement. C'est édifiant. Vérifiez mes comptes, monsieur. Vérifiez mes logs logistiques. Vous ne trouverez pas un centime manquant. Je suis intègre. C'est pour ça qu'ils me haïssent. Il s'est levé et m'a tendu la main. Retournez à votre bureau, Florian. L'enquête interne sera une formalité pour blanchir votre nom officiellement. Et si vous avez besoin de l'avocat de l'entreprise pour attaquer ceux Dorian pour diffamation, il est à votre disposition. J'ai failli pleurer de soulagement. J'avais gagné une bataille, mais la guerre continuait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une voiture garée devant mon portail. Une vieille Renault. Un homme en est sorti. C'était oncle Bruno. Bruno était le frère cadet de mon père. Le mouton noir. Celui qui avait été banni de la famille 10 ans plus tôt parce qu'il avait refusé de prêter de l'argent à Régis pour un de ses investissements foireux. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Florian, a-t-il dit doucement. J'ai entendu parler du mariage. Et de l'appartement. Tu es au courant? Tout Lyon est au courant. Ta mère joue les victimes, elle raconte à qui veut l'entendre que tu es devenue folle et méchante. Mais je connais mon frère. Il a sorti une vieille enveloppe jaunie de sa veste. Je voulais te donner ça. C'est une lettre de ta grand-mère, ma mère. Elle me l'a confiée avant de mourir. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre manuscrite datant de l'époque où j'avais acheté mon appartement étudiant.
Pour ma petite Floriane. Je sais que tes parents ne t'aideront pas. Alors voici ce chèque. C'est mon secret pour toi. Ne les laisse jamais te dire que tu leur dois quoi que ce soit. Cet appartement est à toi, et à toi seul. Mes larmes ont coulé. Mes parents avaient toujours prétendu qu'ils m'avaient aidé à acheter cet appartement, justifiant ainsi leur droit moral dessus. C'était un mensonge. C'était l'argent de mamie. Avec ça, a dit Bruno, tu prouves que l'origine des fonds est un don manuel direct de grand-mère à petite-fille. Ça détruit leur argumentaire selon lequel ils récupéraient un investissement familial. J'ai serré mon oncle dans mes bras. Je n'étais plus seule. Le lendemain, forte de cette nouvelle preuve et du soutien de mon patron, j'ai lancé la phase finale. La confrontation directe. Mes parents, à court d'argent, compte gelé et furieux, ont décidé de venir à Annecy. Ils avaient retrouvé mon adresse grâce à la lettre de diffamation. Ironiquement, c'était la seule adresse qu'ils avaient. Je les ai vus arriver sur mes caméras de surveillance. Ils avaient l'air furieux, mais aussi épuisés. Maëlys et Dorian étaient avec eux. J'ai ouvert le portail. Je les ai attendus sur le perron de mon chalet, dominant le lac. Quand ils sont sortis de la voiture, ils se sont figés. Ils regardaient ma maison, ma réussite, avec des yeux ronds. Ils ne savaient pas que j'étais riche. Ils pensaient que j'étais une petite employée de bureau. C'est à toi, a balbutié ma mère. Oui, ai-je répondu simplement. Bienvenue chez moi. Mais, si tu as tout ça, a commencé mon père, le visage rouge de colère, pourquoi tu nous fais un procès pour un misérable appartement à Lyon? Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas une question de besoin, papa. C'est une question de principe. Et de justice. On est ta famille, a crié Maëlys. Tu as tout ça et tu ne veux pas partager? Le partage, c'est volontaire, Maëlys. Le vol, c'est un crime. J'ai sorti mon téléphone. Vous avez 5 minutes pour partir avant que j'appelle la gendarmerie pour violation de propriété et harcèlement. Et croyez-moi, avec le dossier que j'ai déjà, ils se feront un plaisir de vous embarquer. Dorian s'est avancé, menaçant. Tu crois que tu nous fais peur? On va te traîner dans la boue. Essayez, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. J'ai l'enregistrement de tes aveux sur tes dettes de jeu, Dorian. Et la lettre de diffamation que tu as envoyée à mon patron a été tracée jusqu'à ton adresse IP. Mon entreprise porte plainte contre toi. Tu es fini. Il a blêmi. Il a reculé. Ils sont remontés dans leur voiture, vaincus, humiliés par la richesse qu'ils ne pouvaient pas toucher et par la vérité qu'ils ne pouvaient plus cacher. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le procès qui a suivi a été le véritable clou du spectacle. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. L'ambiance au tribunal correctionnel de Lyon était lourde. Ma famille était assise sur le banc des accusés. Ils semblaient plus petits, plus vieux. Mon avocat, Maître Lefebvre, a été brillant. Il a démonté pièce par pièce leur défense. L'expert graphologue a confirmé que ma signature sur la procuration présentait des tremblements caractéristiques d'une altération motrice ou chimique, corroborant mon dossier médical de l'époque, morphine. La procuration a été déclarée nulle et non avenue. Puis, monsieur et madame Perrault ont témoigné. Le récit de leur expulsion brutale a ému la salle aux larmes. Le juge a regardé mes parents avec un mépris non dissimulé. Mais le moment le plus satisfaisant a été quand Dorian a essayé de se défendre. Je ne savais rien, a-t-il pleurniché à la barre. C'est ma belle famille qui m'a dit que c'était de l'argent disponible. Menteur, a hurlé ma mère depuis le banc. C'est toi qui avais besoin d'argent pour tes paris sportifs. Tu nous as harcelés pour qu'on vende vite. Ils se sont entredéchirés devant le juge. La famille unie a explosé en 1000 morceaux sous la pression. C'était pathétique et jouissif à la fois. Le verdict est tombé tard le soir. Régis Gauthier, mon père, coupable d'abus de confiance et de faux. 18 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 €. Béatrice Gauthier, ma mère, complice. 12 mois avec sursis. Dorian, mon beau-frère, coupable de recel et de diffamation. 6 mois ferme, aménageable, et interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans.
Maëlys, relaxée au pénal, bénéfice du doute sur sa connaissance des détails techniques, mais condamnée solidairement au civil. La condamnation civile a été la plus douloureuse pour eux. Ils ont été condamnés à me rembourser intégralement les 280 000 € de la vente, les 150 000 € des comptes épargne, plus 50 000 € de dommages et intérêts et préjudice moral. Comme ils avaient déjà dépensé une partie de l'argent et qu'ils étaient surendettés, la justice a ordonné la saisie et la vente aux enchères de leur propre maison à Lyon. Ils ont tout perdu. Leur maison, leur réputation, leur statut social. À la sortie du tribunal, Maëlys a essayé de m'approcher. Elle pleurait, son maquillage coulait. « Floriane, on va dormir où ? On n'a plus rien. » Je l'ai regardée, cette sœur pour qui j'avais été sacrifiée toute ma vie. Je n'ai ressenti aucune pitié. Juste un grand vide. Tu es jeune, Maëlys. Tu as 2 bras, 2 jambes. Tu peux travailler. Comme je l'ai fait. Je me suis tournée vers mes parents. Ils ne me regardaient pas. Ils regardaient le sol, brisé. Adieu, ai-je dit. Le même mot qu'ils m'avaient lancé au téléphone 6 mois plus tôt. Mais cette fois, c'était définitif. Je suis rentrée à Annecy. Avec l'argent récupéré, grâce à la vente de leur maison, j'ai racheté mon appartement rue de la République. J'ai rappelé les Perrault. Rentrez chez vous, leur ai-je dit. Loyer gratuit à vie. Je ne suis plus jamais retournée à Lyon. J'ai changé de numéro. J'ai bloqué tous les contacts. Aujourd'hui, je suis sur ma terrasse, regardant le lac. Je suis seule, oui. Je n'ai plus de parents, plus de sœurs. Mais j'ai ma dignité. J'ai ma paix. Et j'ai appris une leçon que je veux partager avec vous. Le calme après la tempête est une sensation étrange. Au début, le silence fait peur. On attend que le téléphone sonne, que les cris recommencent. Mais petit à petit, on réalise que ce silence n'est pas du vide. C'est de la liberté. J'ai appris par oncle Bruno que mes parents louent désormais un petit 2 pièces en banlieue. Ma mère fait des ménages pour compléter leur petite retraite. C'est une chute vertigineuse pour cette femme qui se croyait de la haute société. Maëlys a divorcé de Dorian 2 mois après le procès. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Ironie du sort, elle qui se moquait de ceux qui travaillent dur pour peu. Dorian, lui, a quitté la région, ruiné et grillé dans le milieu immobilier. Quant à moi, j'ai continué à avancer. J'ai été promue directrice logistique Europe. J'ai rencontré quelqu'un, un homme bien, qui ne s'intéresse pas à mon argent mais à qui je suis. Nous parlons d'adopter un chien. Cette épreuve m'a changé. Elle a durci une partie de mon cœur, c'est vrai. Je ne serai plus jamais cette fille naïve qui signe des papiers les yeux fermés. Mais elle m'a aussi montré ma force. J'ai affronté les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde et j'ai survécu. J'ai gagné. Le lien du sang n'est pas une chaîne. C'est un lien qui doit être nourri de respect et d'amour réciproque. S'il n'y a que de l'abus, il faut avoir le courage de le couper. Si vous vivez une situation similaire, si votre famille vous exploite, vous rabaisse ou vous vole, n'ayez pas peur. Ne croyez pas que vous leur devez votre vie simplement parce qu'ils vous l'ont donnée. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit d'être heureux, même si cela signifie être orphelin de son vivant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était mon histoire. L'histoire de la fille qu'ils croyaient faible et qui s'est révélée être leur pire cauchemar. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a rappelé votre propre vécu, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique ? Comment vous êtes-vous senti après ? Je lirai chacun de vos témoignages avec attention. Prenez soin de vous, et surtout, protégez ce qui est à vous. À bientôt.